Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité dans votre émission Café Mort le lundi à 21h sur Beurre FM TV. Et comme tous les lundis, je reçois un invité. Alors ce soir, je reçois Benjamin Barou-Crossman. C'est bien donc, ça. Je ne me trompe pas de nom, non, Benjamin. C'est un nom composé. Voilà. Benjamin, voilà. Bonsoir. Bonsoir Akli. Alors pourquoi c'est un nom composé? Parce que j'ai pris le nom de mon père et le nom de ma mère. C'est et bien. ils ont tenu à ça, donc voilà, c'est pour ça que j'ai un nom composé. C'est voilà. pour ça que je vous pose la question, c'est bien qu'ils aient tenu, quoi. Vous ah avez les oui, deux noms. L'égalité. L'égalité. Voilà. Et donc vos parents étaient militants de l'égalité des genres, alors parce que oui, complètement. L'égalité des genres et oui, Total. complètement, total. Alors, l'histoire, qui est Benjamin, en fin de compte né où, grandi où? Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire sur vous Alors, je vais pouvoir te répondre, Akli. Alors, moi, je suis né à Paris et je suis resté peu de temps à Paris. Donc, et à l'âge de 2 ans, en fait, mes parents étaient dans le journalisme. Ma mère, elle travaillait pour Le Monde et mon père, il était au début de Libération. Et en fait, ma mère a eu un poste en Australie de correspondante. Et donc, à 2 ans, moi, je suis parti en Australie. Et une fois qu'on s'est retrouvés en Australie, ils se sont passionnés pour l'art aborigène. Alors je ne sais pas si tu vois un petit peu ce que c'est, mais c'est un art à base de points, qui est un art magnifique. Et du coup, une fois qu'ils sont rentrés en contact avec cet art-là, ils se sont passionnés pour les cultures, ce qu'on appelle les cultures non occidentales, les cultures dites entre guillemets indigènes. Et donc enfant, moi j'ai voyagé de mes 2 ans, on va dire à mes 10 ans, avec eux, parce qu'ils rencontraient les peintres, ils choisissaient les œuvres pour organiser des expositions en France. Et donc toute mon enfance, ça a été une enfance du voyage, une enfance nomade. Et ça m'a marqué à vie. L'enfance, elle nous reste jusqu'au bout. On va y venir sur les nomades et sur cette enfance nomade. Et donc, c'est quoi alors attends, c'est l'histoire, mais tes parents, ils sont originaires d'où? De Paris aussi tout le temps Mon père de Paris et ma mère, elle était de Lille. Voilà. Et donc c'est vrai que... mais après, on a principalement été dans le sud de la France, et notamment Montpellier. Et c'est là où ensuite, quand on s'est un peu plus posé, c'est là où j'ai grandi, donc dans le sud. Et donc j'ai grandi toujours quand même en contact avec le soleil. Ça m'a marqué profondément. Alors, le soleil nomade, les gens vont nous voir venir, mais... ouais, bon, alors, et donc, ton parcours, c'est quoi? Tu as fait des études. Alors, comment on fait ses études quand on est un enfant ballotté, on se comprend, dans le voyage, de 2 à 10 ans, et plus tard après? C'était pas simple, parce que j'ai été scolarisé un petit peu plus tardivement, donc j'ai appris à lire avec mon père. Mais en même temps, ça m'a ouvert aussi une ouverture d'esprit phénoménale. Et les cultures, je tiens à préciser, par exemple la culture aborigène, c'est une culture brute de décoffrage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre. Donc la vie, dans son intensité, elle est très présente. À la fois dans tout ce qu'elle a de positif, mais aussi dans l'aspect plus négatif. Il y a très très peu de fils dans ces cultures. Et donc ensuite, moi, quand je suis revenu en France, j'ai fait des études classiques de théâtre. Mais bon, c'est des gros... T'avais quel âge quand t'es revenu? J'avais à peu près 10 ans. Voilà. Et je suis revenu d'abord en Suisse. On est resté 2 ans en Suisse. Et ensuite, je suis allé dans un petit village près de Montpellier. Puis Montpellier, c'est là où j'ai grandi. Donc j'ai fait des études classiques, mais de théâtre. Et tu sais, c'est des gros concours. Donc moi, j'ai fait des concours, on était à peu près 1000 candidats. Et à la fin, ils en recevaient 15. Et notamment, j'ai fait une grande école. Donc j'ai fait d'abord une première école au conservatoire à Montpellier. Et ensuite au Théâtre National de Bretagne, sous la direction de Stanislas Nordet, qui est, on va dire, un des grands patrons du théâtre français, qui maintenant s'occupe du Théâtre National de Strasbourg. Et pendant 3 ans, une fois que j'ai été reçu à l'école, donc c'est des gros concours, on passe plusieurs scènes, il y a des stages d'une semaine après très intensifs. Et une fois qu'on est reçu, on est, on va dire, dans l'école pendant 3 ans avec des grands metteurs en scène. Et c'est là où j'ai fait la rencontre, par exemple, d'un grand metteur en scène qui s'appelle Claude Régis, qui a aujourd'hui plus de 90 ans et qui a notamment repéré Gérard Depardieu, nos plus grands acteurs. Et voilà, donc ça a été une chance pour moi de rencontrer, on va dire, de grands metteurs en scène et d'avoir une formation comme ça très très intense, mais de théâtre. Voilà, c'est vraiment, moi je me suis inscrit dans le théâtre, dans cet art éphémère. On va y venir dans l'art éphémère, mais alors vous voyez qu'on commence à avoir pour la suite des indices quand même, hein. Nomade, soleil, pas loin de la Camargue. Voilà, art éphémère, la force du présent. À la force du présent, art éphémère. On va venir à ton engagement. En fin de compte, tout ça t'a prédestiné à arriver à ton engagement. Oui. Mais juste avant de venir à l'engagement, je voudrais que tu nous parles de ta relation justement à la mise en scène, aux comédiens, au théâtre, parce que je pense que tu te retrouvais pas trop dans ce monde-là. Non, complètement. Je me retrouvais pas dans ce monde classique du théâtre. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai ressenti dans ma formation, qui était une super formation, mais quelque part, comment t'expliquer, de par mon vécu, qui était complètement différent,
même les camarades de mon école me regardaient différemment. Et moi, donc c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu en marge, et je le voulais pas, mais de par mon vécu, j'étais en marge. Donc c'est vrai que dans le théâtre classique, ensuite en sortant de l'école, j'ai eu la chance de travailler avec Stanislas Nordet, Christine Le Tailleur, bon voilà, de super metteurs en scène. Mais c'est vrai que je sentais que, comment t'expliquer, en tant que comédien, interprète, parfois j'étais limité. Moi j'avais envie de créer ma route, de créer mon monde. Et j'aime cette phrase, je ne sais pas pourquoi je pensais à ça, elle me trotte dans la tête, de Armand Gatti, qui est décédé mais qui est un grand poète. Il dit « J'ai été, je suis, je serai ». Et je pense que dans les grands parcours, il y a une continuité comme ça. Il y a une certaine cohérence, voilà. Et c'est vrai que de par mon enfance, de par mon vécu, je ne pouvais pas me retrouver dans un théâtre, on va dire, classique ou faire toutes les scènes nationales ou les centres dramatiques de France. J'ai pas vécu comme ça. Donc, quelque part, je me suis dit assez vite, ça va pas m'aller, même si c'est des très bonnes conditions. Et je me suis dit, bah alors, il faut que je crée ma route. Et le moyen de créer ma route, de créer mon univers, ça a été de basculer sur la mise en scène et de créer ma propre structure, ma propre compagnie. Et ça Comment elle s'appelle la compagnie? Alors, d'ailleurs elle s'appelle TBNTB, To Be or Not To Be, être ou ne pas être. J'ai repris un peu la phrase de Shakespeare, mais c'est une compagnie avec un engagement profond, à la fois social et artistique. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans mon enfance aussi, c'est-à-dire chez les aborigènes, chez les Indiens Navarros, j'ai voyagé, chez les Tibétains dans le nord de l'Inde. L'art pour l'art n'existe pas. Ça, c'est très occidental. L'art, dans ces peuples, a toujours une vertu sociale, de cohésion, de retrouver un état d'équilibre, d'affronter les grands moments de la vie. L'art permet ça. Donc, l'art pour l'art occidental, de me retrouver dans un théâtre, de me faire applaudir, ça ne me suffisait pas. Voilà. Alors, ce que tu dis est fort parce que c'est ce qu'on retrouve aussi dans nos cultures. Moi qui suis berbère, qui suis d'Algérie et tout ça, l'art pour l'art n'existe pas. C'est-à-dire que l'art a une fonction sociale, une fonction de cohésion, de retrouver les gens autour. Et donc on le voit bien, on le retrouve dans toutes les cultures en vérité du monde. C'est peut-être ça aussi l'universalisme. L'art, c'est pas le levier de l'universalisme. Complètement, je suis entièrement d'accord, c'est ça. Et c'est de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir ramener les cultures, de pouvoir ramener les différentes couches sociales et pouvoir se retrouver. Le théâtre a toujours existé depuis l'Antiquité et donc l'homme a besoin de se retrouver ensemble et de partager un moment de communion. Comment t'expliquer, et je peux peut-être pas reprocher, mais je trouve que ça manque dans nos salles de théâtre. C'est un petit peu toujours le même public. Il y a un petit peu d'entre-soi. Et ça, je t'avoue que ça me gêne un petit peu, oui. Alors, on voit bien, vous avez un esprit nomade. Complètement. Alors, c'est quoi votre engagement? Alors que vous êtes spécialiste de quoi? C'est quoi aujourd'hui, je sais que vous avez fait une rencontre avec des gens, des personnes, justement, de cette et que c'est devenu une passion pour vous et que vous travaillez là-dessus, sur ces rencontres. Oui. Parlez-nous un peu. Alors, déjà, moi, ce qui m'intéresse avant tout, et pareil, c'est de rencontrer des gens avec, on va dire, une capacité créatrice, mais qui n'ont pas été formatés. Pareil, parfois, chez les acteurs professionnels, ils sont dans de la technique et ils peuvent perdre une certaine spontanéité. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé beaucoup à travailler avec ce qu'on appelle un public dit amateur, c'est-à-dire non professionnel, mais qui pour moi sont tout aussi flamboyants que des acteurs professionnels. Par contre, il faut s'appuyer sur leur force, leur vécu. Donc c'est vrai que très très vite, je suis allé vers des gens qui sont plus des personnes haut en couleur, des personnages, des gens de la vie, que aller chercher sur nos plateaux, entre guillemets un petit peu plus bourgeois, ça m'intéressait moins. Donc c'est vrai que très très vite, je suis allé chercher des gens qu'on ne voit pas sur les plateaux de théâtre. Et donc peut-être que c'est ça que tu veux me faire dire, mais j'ai travaillé, on va dire, là je mène beaucoup d'actions culturelles dans le sud de la France. Principalement, on a commencé à Agde, et donc je travaille dans les quartiers prioritaires. Donc ce qu'on appelle les quartiers dits sensibles. Mais en même temps, chez ces gens-là qui ont parfois des parcours de vie plus ou moins douloureux, il y a une force créatrice immense à partir du moment où on arrive à communiquer avec eux et à les mettre en valeur, à les comprendre et à surtout pas les juger et donc quitter les a priori qu'on peut avoir les uns sur les autres. C'est vraiment, vraiment, vraiment mon combat.
Il y a un public avec lequel, tu vas nous en parler, avec lequel tu travailles en particulier, parce qu'on a bien vu, tu tournais Agde, voilà, tu es arrivé dessus puisque tu as Camargue, la Camargue, alors, Montpellier. C'est qui ce public avec qui tu travailles et tu as mis les choses en place, en scène et tout avec eux, c'est qui? Parle-nous de ces gens qui sont souvent stigmatisés, caricaturés, alors que c'est un peuple merveilleux. Magnifique. Magnifique, alors parle-nous un peu. Alors, moi donc on va pouvoir... Comment s'est fait cette rencontre? Alors, cette rencontre, elle s'est passée déjà que je suis tombé, moi, en sortant de l'école, on revient aux parents, c'est ma mère qui m'avait offert un livre d'Alexandre Romanès, qui s'occupe du petit cirque Tzigan, installé à Paris, et donc qui écrit des poèmes. Et je suis tombé sur ces livres, et tout de suite, ça m'a beaucoup touché. Et donc, je suis allé à son cirque, je l'ai rencontré, etc. Et ensuite, en menant des actions dans le sud de la France, là, j'ai complètement baigné, on va dire, dans la culture gitane. Notamment avec mon ami Thierry Patrac, qui est un des grands représentants de la culture gitane dans le sud de la France, à Agde. Et donc qu'on peut saluer d'ailleurs. Hein, que je salue. J'espère que tu vas regarder Thierry. Voilà, Thierry, je te salue fortement. Donc je salue tous mes amis du sud de la France, mes amis gitans du sud de la France. Et en fait, j'avais fait un spectacle qui s'appelait à l'époque El Duende, qui parlait du duende si cher à Federico García Lorca, l'immense poète espagnol. Et Lorca, c'est le poète du romancero ritano. Donc, c'est-à-dire, c'est le poète qui a fait rentrer le peuple gitan dans l'histoire de la littérature. Et donc, j'avais joué ce spectacle, il y avait une danseuse de flamenco, un guitariste, et un jour, je joue dans une salle jeunesse du cœur de ville d'Agde, et là, j'ai mon public que des gitans. Dans la salle, il n'y avait que ça. Donc, un public hallucinant. Il faut savoir qu'ils se levaient, ils prenaient des photos en train de jouer, ils passaient sur la scène pour aller aux toilettes. Non, t'inquiète pas, ça nous plaît, on revient. Hop, excuse-moi, là, je dois aller manger. Et je me suis dit, mais c'est un bouillonnement de vie, c'est pas un public, on va dire, mortifère, coincé, mais au contraire, un public vivant. Donc, tout de suite, il y a une connexion. Il y a quelque chose qui s'est fait. Il y a quelque chose qui s'est fait. Accroché avec eux. J'ai accroché et surtout, je tiens à le dire, ça s'est pas fait rationnellement, c'est émotionnellement. Je me suis pas dit, je vais aller voir les gitans. Non, c'est venu comme ça, par la vie, et mon cœur, mon corps, je me suis dit, je suis à l'aise, c'est mes frères, voilà, mes frères de combat. Donc ça s'est d'abord passé comme ça, par une rencontre artistique, et ensuite, je me suis dit, tiens, comme je travaille sur cette culture, ce serait intéressant de faire monter aussi des gitans sur des scènes de théâtre. Essayer à ma petite échelle de faire rentrer le peuple gitan dans la grande histoire du théâtre, parce que ça n'est pratiquement jamais arrivé, des gitans sur une scène de théâtre. Donc je me suis dit, avec Thierry Patrac et mes amis du sud de la France, on s'est dit, tiens, je vais te faire monter sur scène. Et puis on a commencé à répéter. Et puis on a fait une petite audition dans un théâtre près d'Agde qui s'appelle le théâtre de Vias, une scène magnifique. Et là, eux, ils ont commencé à me raconter des histoires, parce que c'est une culture orale, la culture gitane. Donc petit à petit, j'ai construit le spectacle avec eux, et on a fait une première à Vias, ça c'était il y a 2 ans. Salle compte, plus de 500 personnes, alors qu'il n'y avait pas, entre guillemets, de stars dans le spectacle. Les médias, les familles gitanes qui sont arrivées, qui voulaient voir ça, les non-gitans, parce qu'il faut savoir que cette culture, il y a un paradoxe, à la fois elle fait rêver, on a tous envie de vivre à la gitane, au soleil, voyager, la famille, la fraternité, ça c'est très très vrai dans cette culture. Sans être taxé de voleur de poules. Sans être taxé de voleur de poules. Et surtout, petit à petit, il ne faut pas avoir un regard naïf non plus sur cette culture. Comme toutes les cultures, elle a son génie, mais ses failles aussi, ses contradictions, ses paradoxes, hein, bien sûr. Oui, et puis ses populations plus ou moins bien. C'est comme tout le monde, mais il ne faut pas les stigmatiser. Mais il ne faut pas les stigmatiser. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est vrai que je les ai fait monter sur scène. Et ça a été, comment te dire, je te dis sincèrement, un succès fou. On a eu même les médias qui sont descendus. Bon bref, pour la petite histoire, on a eu grand reportage sur TF1 qui est venu. Bon bref, tout le monde se disait mais qu'est-ce qui se passe dans le sud de la France, dans cette pièce de théâtre où on fait monter pour la première fois des tziganes sur une scène. Et petit à petit, du coup, eux, ils ont amené leurs textes, des textes d'un poète qui s'appelle Joseph Stimbach, qui a fait aussi, nombreuses années, plus de 23 ans en prison, mais qui est un immense poète. Donc on a dit ces textes. Moi, je me suis appuyé sur la poésie d'Alexandre Romanès, on a dit du Lorca, et puis ils ont aussi raconté l'histoire d'où ils venaient, de l'Inde, etc. Et on a essayé, à travers cette culture, d'aller au-delà des a priori
et aussi avec beaucoup d'humour. Je vais te dire quelques proverbes d'Igan. Bon, J'allais te les demander, mais avant les proverbes, est-ce que tu peux nous parler aussi de ce que tu as fait justement au jardin Rosa Park? Oui, alors ça c'était chez mon ami Nordine Terranti, qui est vraiment un ami, une personne à grand cœur et une vraie intelligence sensible comme ça. Et donc on a joué le spectacle maintenant qui s'appelle L'âme gitane, puisque je fais monter des gitans sur scène. On l'a joué au jardin Rosa Park. On était plus de 150 personnes. Ce jour-là, il faisait beau. Ça veut dire que c'est plein parce que le jardin Rosa Park n'est pas si grand que ça. Voilà, non, c'était ça le problème. C'était vraiment plein. Et il y avait du flamenco. On a une des meilleures danseuses de flamenco dans le spectacle qui s'appelle Karine Gonzalez, qui a notamment bossé avec le cinéaste Tony Gadif, qui est à moitié berbère et giton. Voilà, on a un guitariste andalou exceptionnel. Donc voilà, il y a aussi on va dire des personnalités artistiques très fortes avec des personnalités de vie très fortes. Et c'est cette rencontre, cette passerelle, toujours arrêter de mettre d'un côté les professionnels, de l'autre les amateurs. Bon, c'est ces passerelles qui font le spectacle avec aussi une narration autour aussi de mon vécu et de raconter de façon émotionnelle, puisque c'est une trame émotionnelle, comment j'ai traversé ma rencontre avec le peuple gitan et comment à travers cette rencontre-là, j'ai retrouvé des choses de mon enfance, chez les aborigènes, chez les Adamaro, chez les Tibétains. Donc on a joué au jardin Rosa Park et voilà, ça s'est fait très très vite. Donc en ce sens-là, je remercie vraiment aussi la municipalité d'Alfortville qui nous a tout de suite accueillis et j'ai eu la chance de rencontrer mon ami Nordine et donc on programme de nouveaux événements là-bas. Et notamment avec mon copain Alexandre Romanès, puisque là on prépare le spectacle qui va se jouer le 7 mars et le 21 mars au Théâtre du Temps à 20h. Alors le 7 mars et le 21 mars au Théâtre du Temps, c'est dans le 11e. C'est dans le 11e. Voilà, à 20h. Venez nombreux parce que c'est une petite salle et ça risque d'être un événement, je vous promets, beaucoup de surprises, beaucoup d'amusement et aussi beaucoup de poésie. Alors, c'est quoi? Raconte-moi ta rencontre avant les proverbes, parce qu'on attend les proverbes, les gens, on va les faire un peu l'embiner sur les proverbes. Ta rencontre avec Alexandre Romanès, raconte-nous cette rencontre. Alors avec Alexandre, ça s'est fait, maintenant ça fait... Parce que tu as d'abord eu un livre. D'abord j'ai eu un livre, et ensuite après, je suis allé à son cirque. Et ensuite après, tu sais, les rencontres, elles se font avec le temps aussi. Donc j'ai appris à le connaître, et petit à petit, on a fait des lectures de ses poèmes. Et comment dire, lui il est vraiment nomade, hein. Il faut savoir qu'il, contrairement à... il reste dans la caravane, c'est-à-dire voilà, il voyage, etc. Et donc la rencontre s'est fait, pareil, ça a été une évidence. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu chez Alexandre, c'est aussi sa finesse, son intelligence, sa profondeur. Il faut savoir que c'était l'ami du poète Jean Genet. Il faut savoir que c'est poétique aussi. Il a appris à lire et à écrire par amour. Il est tombé fou amoureux de son ex-femme Lydie Datas, qui était une grande poétesse, qui écrit aussi chez Gallimard. Et il est rentré dans la prestigieuse édition Gallimard, alors qu'il savait ni lire ni écrire jusqu'à l'âge de 18 ans, ce qui laisse quand même beaucoup d'espoir. Et il vient, lui, d'une grande famille, la famille Bouglione, cette famille circassienne. Donc, en fait, ce qui est beau, et c'est un petit peu le même parcours inversé que moi, c'est-à-dire qu'Alexandre, il a trouvé dans la poésie un monde qu'il ne connaissait pas, la poésie littéraire, puisqu'il venait de la famille Bouglione, la famille gitane, qui est une famille, qu'on va dire, une culture orale, et il s'est imprégné de la culture plus occidentale de l'écrit. Tu sais qu'avec les Bouglione, j'ai été à l'école avec eux. Ah bon? Exactement. Parce que tu sais qu'avant, ils avaient leur quartier d'hiver à Bonneuil-sur-Marne. Et donc maintenant, il y a un quartier qui s'appelle le quartier Bouglione, qu'on appelle à Bonneuil. D'ailleurs, l'invité qui viendra après toi la semaine prochaine viendra de Bonneuil. Ils ne vont pas parler de quartier, donc je te le dis quand même. C'est pour ça que quand tu me parles des frères Bouglione, les 4 frères, ou les enfants par génération ont repris les noms. Alexandre, Firmin, etc. Mais c'est vraiment une grande famille. Bien sûr. Donc voilà, et juste pour faire le petit rapprochement, et c'est vrai que moi qui venais d'un milieu, on va dire, littéraire, voilà, intellectuel, j'ai retrouvé dans la culture gitane un autre monde. Et c'est ça qui m'a intéressé, ça m'a arraché à mon monde, ça m'a arraché à mon enfance. Et quelque part, dans les vraies rencontres, je ne sais plus qui disait ça, mais on s'apporte ce qui nous manque, quoi. Je trouve que c'est ça qui est beau, quoi. Et Alexandre, Thierry, tous mes amis boxeurs, Christophe Rodriguez, qui est un grand boxeur, qui a boxé d'ailleurs avec ton ami Brahim Astom. Christophe, je lui fais aussi
une salutation parce que c'est un triple champion de France de boxe, champion d'Europe. Et ben, tout cet univers-là qui n'est pas le mien, et ben, j'y ai vu des grandes choses. Le noble art, avec la boxe, il y a des règles, il y a une éthique. Chez les gitans, il y a aussi une éthique. Certes, on ne va pas signer des papiers, mais ce qu'on se dit, on le fait. Donc il y a des valeurs. Et puis j'ai vu une solidarité, vraiment je te dis, hors du commun. C'est-à-dire à partir du moment où ils t'ouvrent la porte, ils te donnent tout. Faut pas les trahir, mais à partir du moment où ils te font confiance, ils t'ouvrent toutes les portes. Et ça c'est rare et c'est beau. Cette générosité, elle nous surprend, nous. On connaît moins ça, cette culture. Je sais pas, quand tu vis à Paris, voilà. Bon, bref, que tu as une vie un peu plus, je sais pas, occidentale, tu peux être surpris par cette générosité comme ça, spontanée, où on t'offre soudainement, qu'on t'ouvre toutes les portes. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé, quoi. Donc, en fait, tu seras un très grand ambassadeur de la cause gitane en France. Quelque part, ouais. Je pense que, et d'autant plus que je le suis pas. Donc quelque part, comment t'expliquer, j'ai un certain recul. Mais tu le dis avec conviction, tu connais les forces et les faiblesses de tout. Complètement. Et t'es pas dans un truc. C'est ça qui est intéressant. Et je l'ai vécu dans ma chair, je l'ai traversé dans ma chair en fait. Donc c'est cette traversée-là qui est intéressante. Et puis si je peux donner quelques références, voyez les films aussi de Tony Gatliff, Liberté, Gaggiodillo, Lacho de Rome, c'est des films magnifiques. Voyez le film de mon ami Dominique Abel qui a fait un film magnifique sur l'immense chanteur Agouretas. Il faut savoir que cet immense chanteur Agouretas, il savait ni lire ni écrire. Et il a dit que s'il avait su lire et écrire, il aurait été moins bon. Il aurait moins bien chanté. C'est poétique quand même. C'est poétique, ouais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'art qui vient des tripes et de la nécessité. Alors, nécessité fait loi. La nécessité fait loi, donc maintenant qu'on a la nécessité fait loi, donne-nous quelques proverbes gitans. Allez. S'il te plaît, allez, on y va. Mais face caméra ou à toi? Comme tu veux, face caméra ou à moi, vas-y, décline face caméra parce que tu es quand même un comédien avant tout, donc vous voulez que les gens en profitent pleinement. Allez. Ne te moque pas des riches, ça pourrait arriver. Ne mésestime jamais le corbeau et le loup, car ils savent des choses que tu ignores. Au royaume de l'espoir, il n'y a jamais d'hiver. Quand un homme t'aide à traverser un fleuve, ne l'oublie jamais. Quand le papillon se pose sur la branche, il craint de la briser. Quand un homme désire très fort le pouvoir, il ne faut surtout pas lui donner. Le pouvoir politique ne tient qu'à un fil, mais un fil solidement tenu par des hommes et des femmes prêts à tout. Si tu es au fond du trou, arrête de creuser. Je ne me maquille jamais, sauf les yeux et la bouche. Je ne bois jamais d'alcool, sauf du champagne. Bon, et j'en ai comme ça énormément. C'est les gitans qui te sortent ces proverbes. Et c'est eux qui m'ont donné ces proverbes, qui me les ont transmis oralement. Et j'en ai un autre que m'a transmis le fils de Manitas de Plata, le grand guitariste. Voilà. Le monument Manitas de Plata, c'est un monument quand même. Voilà. Il a révolutionné la guitare. Il a révolutionné la guitare. Et moi, j'étais ami avec son fils. Chabaliardo, à la cité Génie à Montpellier, qui est une cité gitane. Et un jour, pareil, il y a un côté aussi très théâtral chez les gitans, moi qui me plaît énormément. Ils aiment bien faire du bruit. Oui, puis sans préjugés, il y a du folk. Ils sont un peu comme le Méditerranéen en fait. Complètement, ils sont dans la passion, ils sont dans l'émotion. Il y a aussi une dimension folklorique, mais qui est à prendre en compte et qui est belle. Voilà. Bref, je passe mes journées avec Tcha. Tcha, toute la journée, il était sur le canapé avec son chien, à fumer cigarette sur cigarette. Bon bref, une personne comme ça, une personne haute en couleur. Il y avait tous ses amis gitans qui passaient le voir toute la journée. Puis un jour, moi je restais avec lui, il m'a dit « Ah tiens, note ce poème que j'ai dans la tête. » Parce que pareil, voilà, c'est la culture de l'oral. Et ça s'appelle « Je voudrais être un clown ». Je voudrais être un clown. Je voudrais être admiré de tous les enfants du monde. Pourtant, pour qu'un enfant soit heureux, il faut simplement l'aimer. Moi, je n'ai jamais eu un arbre de Noël. Un enfant était venu vers moi pour m'offrir son cadeau de Noël et mes larmes ont coulé sur mon visage. C'est triste un enfant qui pleure. Je voudrais être un clown. Voilà. C'est spontané comme ça. Voilà, c'est spontané comme ça et c'est magnifique. Et c'est magnifique. C'est magnifique ce qu'il dit sur l'enfant, sur le cadeau. Enfin, c'est magnifique. Il y a derrière tout ça un message fort quand même. Il y a aussi un autre. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. C'est beau. C'est quand même fort. Hein. C'est fort. Et les gens se rechignent à donner alors qu'en vérité, il faut donner, même dans la réciprocité. C'est je donne, je reçois et je rends. Il y a beaucoup plus de gestes vers l'autre que vers soi-même, vers son ego. Entièrement d'accord. Parce que c'est ça la réciprocité. Quand on dit il faut la réciprocité, c'est la réciprocité, c'est je donne
Je reçois et je rends Complètement. pour que la machine continue à tourner. Voilà. Si on ne donne pas, on ne reçoit pas, et si on ne rend pas, on ne peut pas recevoir de l'autre côté. Donc il y a vraiment Oui. ils sont vraiment dans cette logique Complètement. d'universalisme et d'altérité en fait. Oui, et de partage, d'altérité, et ça c'est une belle leçon de vie. Voilà, quand on entend, moi quand on me dit tout ce qui n'est pas donné est perdu, ben, ça s'inscrit en moi et j'espère transmettre à mon tour tout ce qu'eux aussi m'ont transmis et continuer. Voilà, et puis aussi ce qui est très très fort chez eux, c'est ce combat pour la vie. Quelque part, il y a cette force vitale qui fait que maintenant, je suis persuadé qu'on lâche le combat au dernier souffle. T'as pas le droit de lâcher avant. Jusqu'au dernier souffle, le combat pour la vie doit être mené. Tu vois? C'est beau Et ça. moi, C'est un très beau message quand même pour les gens qui nous regardent. Pour moi, que c'est jusqu'au important. dernier souffle, il faut mener le combat. Oui. Il faut jamais baisser les bras. Jamais les baisser gens les pensent bras. que c'est perdu. Non. Même quand on croit que c'est perdu, il peut y avoir un sursaut, Voilà. un rebond. Voilà. Il faut toujours. Toujours. être Et parfois, combatif. la vie est surprenante. C'est Alexandre qui me racontait ça. Il se retrouve dans un, je sais pas, bon bref, vers Pigalle, dans Paris. Et il y a une meute autour de lui, ils sont 10. Et il me raconte, il me dit, ils étaient tous prêts à se jeter sur moi. Et il m'a dit, celui qui m'a aidé, c'est celui qui était le plus méchant d'entre eux. La vie est jamais comme on croit. Parfois, celui qui va nous aider, c'est pas celui qu'on croit. Non, mais c'est un bon message aussi. C'est un très beau message. Alors que des fois, on a tendance Moi, à se dire, je t'écoute. c'est lui, tu vois. Je t'écoute en expliquant parce que souvent, on a l'impression que celui qui parle le plus dur et tout est le plus, alors que c'est souvent celui qui se protège le plus. Il faut faire attention Aux clichés. aux clichés, aux préjugés, aux représentations. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup et on pourrait vois, t'entendre le truc, tu vois, c'est le vrai débat. Et c'est un bel exemple. Et il me raconte cette histoire, Alexandre. Et ça me touche. La vie n'est jamais comme on croit, c'est vrai. Elle nous réserve plein de surprises. Et donc, il faut essayer d'arrêter avec ces clichés qu'on peut avoir. Alors, Benjamin, parce que c'est vraiment un plaisir de te recevoir et de t'écouter. T'es d'une richesse absolue. Bon, merci. Et je le dis, c'est pas besoin de parce que moi je dis des choses. Mais comme l'émission va toucher à sa fin dans 5 minutes, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens et rappeler un peu tes dates? Oui, Voilà. Donc les dates, donc le spectacle s'appelle L'âme gitane en tablao. Les dates, c'est donc le 7 et le 21 mars au Théâtre du Temps. Et ensuite, on jouera tous les jeudis d'avril à juin au Guichet Montparnasse. À 19h tous les jeudis d'avril à juin au Guichet Montparnasse. Donc ça c'est, on va dire, l'actualité autour de l'âme gitane. Et il y aura Alexandre Romanès, Thierry Patrac, Karine Gonzalez, guitariste andalou. Il y aura des chanteurs. On va faire des fiestas et il y aura des bœufs après le spectacle. Parce que l'idée c'est, moi C'est toute la ma vie. théâtralité, c'est que le spectacle c'est pas le temps du spectacle, c'est aussi l'avant et l'après, la convivialité, l'échange, etc. Alors, où Voilà. on peut retrouver, parce que j'étais sûr, parce que c'est important que les infos, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on te retrouve sur les réseaux sociaux? Oui, sur plein de alors choses sur les réseaux sociaux, moi je suis sur le Facebook. Sinon vous on tape avez Benjamin Barouk Barouk Rossmann. Rossmann, hein. Voilà, et là vous avez mon actualité. Actualité. Sinon vous avez le site de ma compagnie TBNTB. Et sinon, si vous tapez L'âme gitane en tablao Paris, L'âme gitane Paris, vous avez aussi le site de mon producteur qui est Antistène Productions. D'ailleurs, je tiens vraiment aussi à remercier Patrick Gasto, toute son équipe, Jean-Siane Blanchard. Voilà, les producteurs de cette équipe. Et si je peux dire un dernier petit mot aussi, remercier. Tu peux dire tout ce que tu veux. D'accord. Tous mes amis aussi du projet Body Hack que je mène à Agde et bientôt à Perpignan avec les comédiens amateurs en vue de monter une comédie musicale, et remercier aussi la municipalité d'Alfortville. Moi je fais pas de politique, je fais de la politique culturelle, mais je tiens à remercier Philippe Carr, Jérôme Pellizieri, Mohamed Ben Ali et mon ami Nordine Terranti, voilà, pour leur soutien. Mais voilà, j'ai toujours une certaine prudence avec la politique, je reste un petit peu gitan, mais voilà. Mais tu reconnais ceux qui t'aident et c'est normal. Complètement, D'ailleurs, je en politique, reconnais, faut reconnaître, hein, voilà, il n'y a pas d'instrumentalisation. Voilà, c'est ça. C'est dire les choses. Voilà, hein, après, je dis voilà. ceux qui m'aident. Ah oui, et ça me permet de dire encore une belle phrase d'Alexandre. À un moment donné, il a une cette dédicace et je trouve qu'elle est belle, à tous ceux qui m'ont aidé à tenir. Voilà.
C'est magnifique. Hein. Voilà, je Et terminerai. est-ce que tu as, tu peux terminer là-dessus, ce que tu dois te dire, mais est-ce que tu as un dernier mot à dire aux gens qui nous regardent et voilà, parce qu'ils vont venir découvrir, je pense que J'espère. moi j'ai envie déjà de venir. D'accord. Ah ben, C'est- il faudra ça une donne place envie. au premier Non, rang. Achille. non, pas pour avoir, on donnera avec tout le monde, parce que je pense D'accord. qu'il faut y aller par conviction, pas pour meubler, parce que tu donnes envie de voir D'accord. aussi ça. Donc voilà, qu'est-ce que tu as envie de leur dire aux Bah, gens? j'ai envie de leur dire qu'à travers mon spectacle, ou on va dire de mon geste artistique, c'est vraiment la possibilité de se réunir. Et au final, la création, c'est la sublimation aussi de la douleur. Mais ce qui prime, c'est l'enthousiasme et la joie. Et cette vitalité qu'on retrouve dans la culture gitane. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. L'amour, le partage, la communion. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, on en a terriblement besoin. On est allé trop loin dans la technique, on est allé trop loin dans l'individualisme, on est allé trop loin dans l'argent, on est allé trop loin dans le pouvoir. Quelque part, on a besoin de redevenir vers des valeurs humaines. Et dès que ces valeurs humaines apparaissent, c'est un succès. Donc j'espère que ça le sera. Et j'aurai besoin de tout le monde. Et voilà, et d'Acli, voilà, voilà, de tous les gens pour nous soutenir. Et qu'on fasse ensemble lien et combat pour cette vie qui vaut la peine d'être vécue. Alors voilà, bah écoute, Benjamin, merci. Alors nous, tous ceux qui vont nous regarder, je pense, seront au rendez-vous. Bah écoutez, comme l'a dit Benjamin, il ne faut jamais perdre le sens de l'essentiel. Oui. Alors l'essence c'est essentiel aussi, puisqu'on a les gilets jaunes dans la rue qui demandent le pouvoir d'achat. Mais en tous les cas, plus sérieusement, restez toujours vigilants et mobilisés. Parce que c'est ensemble, la cohésion sociale, ça ne se décrète pas, ça se construit. Ce n'est pas que des mots, c'est aussi des actes. Et on le voit bien avec tout ce que nous explique Benjamin. Donc je te remercie. Merci, et merci beaucoup Acli, parce que pareil, c'était un peu gitant parce que finalement on s'est parlé une fois au téléphone et tu m'as invité. Et même moi je me suis dit, putain c'est surprenant, ça ne marche pas comme ça normalement. Non mais et justement, c'est bon, c'est pas ça marche pas. Cette émission, oui, elle marche comme ça, c'est-à-dire que je sais pas, je me trompe certainement des fois, mais je pense que moi je suis quelqu'un qui fonctionne au feeling. Au feeling. Bah, c'est beau. Et puis le but de cette émission, c'est de donner la parole à des gens qu'on ne voit pas partout. Et je pense que si on est un peu aussi, comme tu disais, très dans la technique, on perd le feeling, le sens, l'émotion, la fibre, tout ça. Donc voilà, mais donc ne me remerciez pas parce que au contraire, c'est moi qui dois vous remercier. C'est moi qui remercie les gens d'exister qui viennent dans cette émission parce que c'est vous qui faites l'émission. Et ensemble, on va se donner de la force. Et c'est là, mais c'est pas qu'à moi, c'est de donner la force à tous ces gens qui passent parce que c'est ça le but, c'est de créer ce réseau, cette cohésion, ces trucs. Voilà. Donc modestement, en tous les cas, merci Benjamin pour les compliments, mais nous, on se retrouve lundi prochain à 21h avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité, bonne soirée et bon appétit à ceux qui vont passer à table. Bonsoir à toutes et à tous.